Il existe un chiffre que personne dans l'hôtellerie américaine ne veut prononcer à voix haute, mais qui revient semaine après semaine dans les rapports financiers, les enquêtes sectorielles et les réunions d'analystes. Ce n'est pas un chiffre sur des stades à guichets fermés. Ce n'est pas un chiffre sur des ventes de billets records. C'est un chiffre sur des chambres d'hôtel vides dans des villes qui ont passé des années à convaincre la FIFA qu'elles étaient prêtes à accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Et ce qui le rend encore plus gênant, c'est la comparaison qui se joue juste de l'autre côté de la frontière sud, où les villes hôtes mexicaines dépassent régulièrement leurs homologues américaines sur l'indicateur même qui devait prouver que cette Coupe du Monde valait chaque centime de capital politique investi. Voici l'histoire de la façon dont la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est devenue un événement profondément divisé, électrisant sur le terrain, mais en grande difficulté dans l'économie qui était censée donner un sens à tout le reste. Commençons par ce qui avait été promis, car comprendre l'écart impose de comprendre l'ampleur réelle de cette promesse. La FIFA et l'Organisation mondiale du commerce ont publié ensemble une étude qui projetait un impact économique brut de plus de 80 milliards de dollars pour ce tournoi en Amérique du Nord. Sur cette somme, 30 milliards et demi de dollars étaient spécifiquement destinés aux États-Unis. L'US Travel Association affirmait que les visiteurs de la Coupe du Monde dépenseraient plus de 5 000 dollars par personne. Vai Dandapani, président de la New York Hotel Association, prévoyait l'arrivée d'1,2 million visiteurs internationaux supplémentaires dans le pays pendant la compétition. Les responsables de Houston ont décrit le tournoi, et c'est une citation réelle, comme 104 Super Bowls. Voilà l'échelle de ce qui était vendu, non seulement au public, mais aussi aux investisseurs hôteliers, aux collectivités locales et aux entreprises qui ont pris de véritables décisions financières sur la base de ces projections. La réalité qui s'est présentée a été tout autre. Selon les données compilées par CoStar, l'entreprise qui suit l'activité des réservations hôtelières dans toutes les villes hôtes du mondial, au 1er juin, les taux d'occupation dans plusieurs villes américaines, dont Atlanta et Boston, étaient en réalité inférieurs à ceux enregistrés à la même période l'année précédente. Pas inférieurs aux prévisions. Inférieurs à l'année précédente. Aucun effet Coupe du Monde. À New York, qui affiche le taux de réservation le plus élevé parmi toutes les villes hôtes américaines, l'occupation le jour de match, le 13 juin, n'a atteint que 57%. Pour situer, c'est une ville qui accueille sans doute le match le plus attendu de toute la phase de groupe. Pour situer encore, c'est la ville où se jouera la finale le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey. Et pourtant, seulement 57%. Regardons maintenant ce qui se passe au Mexique. Monterrey a atteint 60% d'occupation pour le 20 juin. Mexico a atteint 61% pour le 11 juin. Guadalajara, malgré des inquiétudes initiales liées à la sécurité et à la violence des cartels près de la ville, a tout de même atteint 73% pour le 18 juin. Le pays qui reçoit environ un quart des matchs dépasse régulièrement celui qui en accueille les trois quarts sur le seul indicateur censé définir le succès économique. Jeanne Freyac, directeur national de l'analyse hôtelière chez CoStar, l'a résumé en une phrase qui devrait être encadrée dans chaque pièce où les dirigeants de la FIFA planifient le prochain tournoi. C'est davantage un événement de tarif qu'un événement d'occupation. Autrement dit, les hôtels ne se remplissent pas. Ils facturent simplement plus cher les chambres qui sont effectivement réservées. L'hôtellerie américaine a compensé le manque de clients en augmentant les prix, pas en attirant plus de monde. Et Freyac a ajouté un élément qui rejoint directement l'un des courants politiques les plus sensibles de tout ce tournoi. Le Canada et le Mexique disposent d'avantages structurels parce que les supporters internationaux venus de pays soumis à des restrictions de visa plus strictes pour les États-Unis trouvent tout simplement plus facile d'entrer dans l'un de ces deux pays. Cette question des visas n'est pas un détail secondaire. C'est sans doute l'histoire politique centrale de cette Coupe du Monde, celle que l'appareil officiel de communication de la FIFA ne veut pas aborder de front. Depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump en janvier 2025,
entrer aux États-Unis est devenu nettement plus compliqué pour les citoyens de dizaines de pays. La ligne migratoire de l'administration Trump, opérations agressives de l'ICE, extension des interdictions de voyage et système de visa jamais simplifié comme il l'avait été pour les précédentes Coupes du Monde au Qatar et en Russie, a créé une barrière invisible autour du pays même qui accueille la majorité des matchs. Et les conséquences sont devenues concrètes, d'une manière qui dépasse largement les statistiques d'occupation hôtelière. Le jour où le tournoi montait en puissance, Jama Artan, qui aurait marqué l'histoire comme le tout premier arbitre somalien en Coupe du Monde après avoir été nommé meilleur arbitre 2025 de la Confédération africaine de football, a été déclaré inadmissible à l'aéroport international de Miami et s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis. La Somalie figure sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits de voyage vers les États-Unis par l'administration Trump, la même liste que l'Iran. L'Iran, dont l'équipe nationale s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde et dont les supporters ont appris qu'ils ne pouvaient pas légalement entrer dans le pays qui accueille les matchs de groupe de leur sélection. Pas que ce serait difficile, pas que les visas pourraient prendre du retard. Juridiquement interdit. 15 des 70 membres de la délégation officielle iranienne ont également été bloqués par les restrictions de voyage actuelles de l'administration. La présence de l'ICE autour du tournoi ne s'arrête pas à l'aéroport. Pendant la Coupe du Monde des clubs organisée aux États-Unis l'été dernier, en réalité une répétition générale de cet événement, des agents de l'Immigration and Customs Enforcement ont publié sur X un message affirmant que les officiers étaient, je cite, « prêts et équipés pour assurer la sécurité des sites ». Le message a ensuite été supprimé, mais le signal envoyé à des dizaines de millions de visiteurs internationaux potentiels ne l'a pas été. Si vous êtes sans papier ou si vous venez d'un pays soumis à une surveillance accrue, assister à un match à Los Angeles ou à Chicago comporte un risque qu'un match à Guadalajara ou à Toronto n'a tout simplement pas. Plus de 100 organisations civiles ont manifesté dans les semaines précédant le tournoi pour dénoncer ce qu'elles qualifiaient de graves violations des droits humains dans le pays et l'effet dissuasif de ces violations sur la participation internationale. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré publiquement que l'organisation travaillerait à garantir une entrée fluide aux supporters du monde entier. Il n'a pas expliqué comment. Il n'a nommé aucun mécanisme concret. Il a offert une assurance sans architecture. Dans le même temps, les ressortissants allemands retenus aux frontières américaines en mars 2026 ont fait la une de la presse internationale. Des ressortissants allemands, des citoyens de l'une des démocraties les plus riches du monde et de l'une des nations les plus puissantes de l'histoire du football, arrêtés à la frontière en tentant d'entrer dans un pays qui s'était présenté au monde comme le foyer de la plus grande Coupe du Monde de l'histoire. C'est dans ce contexte politique que chaque chambre d'hôtel vide doit être comprise. La situation des prix des billets aggrave tout. La FIFA a mis en place ce qu'elle appelle un système de tarification dynamique, inspiré des hausses de prix des applications de transport à la demande, qui a porté le coût des billets à des niveaux presque impossibles à décrire sans que les chiffres paraissent inventés. Les annonces d'officiels de la FIFA pour la finale du 19 juillet au MetLife Stadium affichèrent des places à 32 970 $ chacune. C'est plus de 3 fois le prix moyen de revente d'un billet pour le Super Bowl de février dernier. Le cabinet Ace Odds a estimé que 2 supporters espagnols souhaitant assister à tous les matchs de l'Espagne dans ce tournoi devraient prévoir au moins 61 000 $, les billets représentant à eux seuls environ la moitié de ce total. Seuls 10% des billets de chaque enceinte ont été attribués à un prix fixe de base d'environ 70 $. Tous les autres billets relevaient du modèle de tarification dynamique qui n'a aucun plafond. Sur la plateforme officielle de revente de la FIFA, une seule place de catégorie 3 pour la finale était affichée à 143 750 $. Ce n'est pas une faute de frappe. C'est une place. Une seule place. Pour un match de football.
Quand des journalistes ont demandé directement au président Trump ce qu'il pensait du fait que le billet le moins cher pour voir les débuts de l'équipe masculine des États-Unis contre le Paraguay à Los Angeles coûte $1 000, il a répondu « Et c'est le président en exercice des États-Unis qui parle d'un tournoi co-organisé par son pays, qu'il ne paierait pas lui-même une telle somme. » Cette déclaration de Trump est l'un des moments politiques les plus extraordinaires autour de ce tournoi. Le dirigeant qui avait porté la candidature commune, qui avait embrassé la présence de la FIFA comme symbole du prestige américain et du rang mondial des États-Unis, prend publiquement ses distances avec le modèle tarifaire que son administration a contribué à rendre possible en ne contestant jamais l'architecture commerciale de la FIFA. Infantino, de son côté, a répondu à la polémique sur les prix en défendant le modèle et en affirmant que la demande pour le tournoi restait extraordinaire. Il a cité plus de 5 millions de billets déjà vendus comme preuve. Et c'est vrai, 5 millions de billets ont été vendus. Et pourtant, les hôtels restent vides. Ce qui pose la question que Front Office Sports, l'une des publications les plus crédibles du pays sur l'économie du sport, a pratiquement formulé directement. Combien de ces 5 millions de billets appartiennent à des supporters qui ont réellement voyagé vers une ville haute et pris une chambre d'hôtel? Combien ont été achetés par des résidents locaux? Combien ont été acquis par des sponsors pour des offres qui n'ont jamais été utilisées? Combien ont fini sur des plateformes de revente, changeant plusieurs fois de main, sans jamais représenter un supporter voyageur réel? Cet écart entre billets vendus et chambres occupées est le point de données le plus précis pour mesurer en temps réel la solidité de la promesse économique de cette Coupe du Monde. L'American Hotel and Lodging Association a mené une enquête en avril, plus de 2 mois avant le début du tournoi, et a constaté qu'environ 80% des propriétaires et exploitants d'hôtels dans les villes hautes signalaient déjà des réservations inférieures aux projections initiales. À Kansas City, cette proportion montait entre 85 et 90%. Kansas City, un marché où la plateforme de location de courte durée RDNA a mesuré une hausse de 44% de la demande sur des plateformes comme Airbnb, ce qui suggère que les touristes venus sur place choisissaient activement des hébergements moins chers et non traditionnels plutôt que des hôtels. À Houston, ville qui accueille 7 matchs, une directrice d'hôtel nommée Margaret Smart a déclaré aux journalistes que le rythme des réservations confirmées était inférieur aux attentes, alors même que les responsables locaux avaient publiquement décrit cette Coupe du Monde comme 104 Super Bowls. À Seattle, un directeur d'hôtel a qualifié le tournoi de non-événement et signalé une occupation en juin inférieure de 7% à celle de l'année précédente. À Atlanta, un propriétaire Airbnb, dont le logement se trouve à distance de marche du stade, a indiqué qu'au début juin, aucune réservation n'avait été faite pour une date de match de Coupe du Monde. Le propre rapport de l'American Hotel and Lodging Association a révélé que 70% des propriétaires d'hôtels interrogés attribuaient directement la faiblesse de la demande internationale aux obstacles liés aux visas et aux inquiétudes géopolitiques plus larges, exactement les catégories de friction que les politiques migratoires de l'administration Trump ont créées et que la communication diplomatique de la FIFA n'a pas réussi à atténuer. Puis il y a le problème des annulations de la FIFA, qui a transformé une situation faible en situation franchement déstabilisante. La FIFA avait réservé de grands blocs de chambres dans les villes hautes des mois à l'avance, une pratique standard pour les grands événements afin de garantir les disponibilités. Mais lorsqu'une part importante de ces réservations a été annulée, l'American Hotel and Lodging Association estime que jusqu'à 70% des chambres réservées par la FIFA dans des villes comme Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphie et Seattle ont été remises sur le marché. Les hôtels se sont soudain retrouvés avec des milliers de chambres qu'ils avaient retirées de la disponibilité générale et qu'ils devaient désormais recommercialiser dans un délai extrêmement court. À Vancouver, la British Columbia Hotel Association a confirmé que la FIFA avait libéré entre 70 et 80% de ses chambres bloquées, renvoyant environ 15 000 nuitées
sur le marché pendant la période du tournoi. Cela a créé un paradoxe tarifaire qui déconcerte les analystes. Les réservations anticipées de la FIFA avaient gonflé l'impression de rareté des chambres, poussant les prix vers le haut. Quand ces chambres ont été libérées, la rareté artificielle a disparu, mais les prix élevés sont restés, car les hôtels hésitaient à réduire les tarifs d'un stock qu'ils avaient déjà mentalement valorisé à des niveaux premium. Le marché s'est donc retrouvé dans une zone inconfortable. Des chambres disponibles mais chères, une demande inférieure aux prévisions, et le moteur économique du tournoi qui tousse dans le pays même, censé en être le principal bénéficiaire. La question des transports ajoute une couche supplémentaire. Se rendre au MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueille 8 matchs, dont la finale, coûte désormais 105 $ par trajet avec NJ Transit, contre un tarif normal de 12,90 $. Ce n'est pas une erreur d'impression. Le transport public jusqu'au stade de la finale de la Coupe du Monde coûte plus de 8 fois le prix habituel. Ces surtaxes, ajoutées à des billets à 1 000 $, à des chambres à 300 $ la nuit à Kansas City, à des chambres à plus de 560 $ à Miami et à des vols internationaux dont la société Cirium a mesuré une baisse de 14% des réservations européennes vers les États-Unis pour juillet par rapport à l'année précédente, tout cela produit un tournoi financièrement dissuasif pour le type de supporters voyageurs qui génère l'activité économique secondaire sur laquelle les villes hôtes comptaignent. Newsweek a publié en mai un article au titre très inconfortable dans les milieux du tourisme et de la FIFA. Cette Coupe du Monde pourrait devenir un échec colossal pour le secteur touristique américain. À ce moment-là, les données de Cirium montraient que les vols d'Europe vers les États-Unis pour juillet étaient en baisse de 14% sur un an. Les réservations de l'Europe vers les villes hôtes pour juin reculaient de 5%. De 5 pour... Les réservations en provenance d'Asie baissaient de 3,6%. Répondant à ces chiffres, Infantino a décrit le tournoi comme une occasion cruciale pour le football et surtout pour les États-Unis, sans répondre directement aux données ni les réfuter. Miami se distingue comme une exception partielle à la contre-performance américaine générale, et la raison est exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre au vu de tout ce qui précède. La proximité géographique de Miami avec l'Amérique latine et les Caraïbes signifie que les frictions liées aux visas et à l'immigration, qui ravagent la demande venue d'Europe, d'Afrique et d'Asie, y ont moins d'effet. Les supporters du Brésil, d'Argentine, de Colombie et de toute la région latino-américaine rencontrent comparativement moins d'obstacles en entrant aux États-Unis par Miami que par n'importe quelle autre porte d'entrée de ville haute. Et même là, l'occupation ne bat pas de record. Elle fait simplement mieux que partout ailleurs. Deutsche Bank a abordé le tableau économique général avec une analyse remarquablement prudente. Même si le tournoi attire 1 200 000 visiteurs internationaux, le bas de la fourchette des propres projections de la FIFA, la contribution nette au PIB américain resterait modeste par rapport à l'ampleur des promesses. Le chiffre de 30 milliards de dollars reposait toujours sur des hypothèses de pleine occupation hôtelière, de dépenses élevées des visiteurs et de voyages internationaux sans friction. Retirez l'une de ces variables et le calcul commence à se fissurer. Retirez les trois en même temps et ce qui reste n'est pas une catastrophe, mais une déception importante au regard de promesses extraordinaires. Le Brésil est sorti de la phase de groupe avec l'une des performances les plus impressionnantes du premier tour et le spectacle sur le terrain a été convaincant pendant une grande partie du tournoi. Le Mexique a réalisé une phase de groupe parfaite. L'Espagne et la France ont produit le type de football qui enthousiasme sincèrement les supporters neutres. Le sport lui-même, dans ce format élargi à 48 équipes et 104 matchs, a offert des moments qui justifient sa place au centre de l'attention mondiale. La Coupe du Monde, en tant qu'événement sportif, fonctionne. C'est l'appareil autour du sport, la structure commerciale, l'architecture des visas, le modèle tarifaire, le climat politique, qui échoue face à ses propres ambitions déclarées. Bram Gallagher, directeur de l'économie et des prévisions chez RDNA,
a fourni l'un des points de comparaison les plus parlants du tournoi. Les locations de courte durée dans les villes hautes mexicaines tournent autour de $100 la nuit en moyenne, même après de fortes hausses par rapport au prix de base. Des annonces comparables à Kansas City, Boston ou Miami avoisinent les $300 la nuit. Les supporters qui choisissent le Mexique plutôt que les sites américains ne le font pas seulement parce que l'entrée y est plus facile. Ils le font aussi parce que l'équation économique est fondamentalement différente. Gallagher a noté que les offres les moins chères se remplissent les premières et les plus vite, et que les supporters qui tardent devront faire face à des prix de plus en plus élevés, quel que soit l'endroit où ils cherchent. Rosana Mayeta, présidente directrice générale de la HLA, a livré une déclaration publique soigneusement pesée qui mérite d'être lue lentement. Les hôtels des marchés hôtes se préparent depuis des années à la Coupe du Monde et, même s'il existe un enthousiasme réel, les données indiquent une image plus nuancée. Plusieurs facteurs ont tempéré l'optimisme initial, même si les indicateurs prospectifs montrent qu'il reste une opportunité significative. Lisez cela en prêtant attention à ce qui n'est pas dit. Elle ne dit pas que les chiffres sont bons. Elle ne prévoit pas une occupation record. Elle reconnaît que la réalité est plus nuancée que la promesse, ce qui, dans le langage de l'hôtellerie, est une façon polie de décrire un écart important. Jean Freillac, de CoStar, a tout de même apporté une note réellement optimiste. Une fois les tableaux des matchs à élimination directe confirmés, il anticipe une véritable poussée des réservations dans les villes hautes américaines, car les supporters de France, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, d'Angleterre et du Brésil sauront enfin exactement où et quand joue leur équipe. L'expérience du Qatar en 2022 offre ici un précédent historique. Selon Kelly Sailings, de Visit Seattle, 83% des réservations hôtelières au Qatar ont été effectuées dans les 60 jours précédant le tournoi et un remarquable 47% dans les 6 derniers jours avant le coup d'envoi. Si les supporters américains et les visiteurs internationaux suivent un modèle de réservation aussi tardif, une partie des faibles chiffres d'occupation observés à ce stade pourrait nettement s'améliorer avant la fin du tournoi. Mais cet espoir n'efface pas la tendance, et la tendance est claire. Les États-Unis ont construit leur candidature autour d'une promesse d'échelle inégalée, d'infrastructures inégalées et de retombées économiques inégalées. Ce qui s'est matérialisé à la place, c'est un tournoi où le pays qui absorbe 75% des matchs n'égale pas l'occupation hôtelière de ses co-organisateurs, où le président du pays hôte refuse publiquement de payer les prix des billets de son propre pays, où un arbitre somalien qui faisait l'histoire de son continent est refoulé à la frontière, et où les annulations de chambres par la FIFA ont contribué à fabriquer précisément l'excédent de chambres vides qui définit désormais l'histoire économique du tournoi. Le football est réel. Les foules dans les stades sont réelles. La passion des supporters qui ont réussi à venir d'Amérique latine, d'Europe occidentale, de communautés partout aux États-Unis est réelle, visible et bruyante. Mais l'écart entre ce qui avait été promis et ce qui est arrivé est réel lui aussi. Et ce n'est pas un écart que de simples vagues de réservations en fin de tournoi peuvent entièrement combler. La promesse des 30,5 milliards de dollars ne sera pas tenue d'ici le 19 juillet. La question qui mérite désormais d'être posée n'est pas de savoir si les chiffres seront révisés à la baisse, ils le seront, mais si la FIFA, l'administration Trump et l'hôtellerie américaine sont prêtes à avoir une conversation honnête sur les raisons de cet échec. Car la réponse, exposée dans les données d'occupation hôtelière, les tendances des réservations aériennes, les statistiques de refus de visa et le cas d'un arbitre refoulé à l'aéroport de Miami, n'a rien de compliqué. Le monde voulait venir. Le prix était trop élevé, les portes trop étroites, et le tapis de bienvenue n'était pas là où la brochure disait qu'il serait.